Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Pierre Sartoff, donc je serai votre médiateur pour cette conférence-là. Merci à vous de vous être rendu disponible pour cette première conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie. Donc, à nouveau, si vous pouvez ne pas activer vos caméras afin de permettre un débit maximum pour tout le monde et surtout ne pas avoir des problèmes de droit d'image lors de notre partage. Alors, ce joli printemps est organisé par l'association d'anciennes qui s'appelle Histoire d'en parler. Histoire d'en parler est une association qui a été créée en novembre 2017 pour vulgariser l'histoire-géographie et la rendre accessible au plus grand nombre, le milieu scolaire, mais aussi le grand public avec des événements. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de bénévoles. Rien que sur ce projet, nous sommes une dizaine. Je tiens aussi à les saluer. La devise de l'association, pour l'instant, elle a toujours été l'histoire, géographie par tous et pour tous. Depuis le début du confinement, nous avons dû appliquer aussi l'histoire géographique partout. D'où ce printemps. Ce printemps, qu'est-ce que c'est? C'est une série de conférences donc, qui commence par celle de Julien Léonard, de différentes époques, différents thèmes, différents sujets. Les conférences sont proposées à chaque fois en visioconférence. Certaines seront possibles, comme celle-là, d'être écoutées en replay. Elles vont être de durées différentes en fonction du conférencier ou de la conférencière. Vous voyez le programme sous les yeux pour le mois de mai. Pour avoir toutes les informations, je vous invite à aller sur notre site web www.histoiredenparler.com ou sur nos réseaux sociaux. Pour cette première conférence, je salue donc Julien Léonard et je le remercie de faire cette lourde tâche de débuter un cycle. C'est jamais évident dans un colloque, dans un cycle, de commencer. Nous espérons que la conférence répondra à toutes vos attentes. Julien Léonard d'une part, mais aussi les spectateurs. À la fin de l'exposé, vous aurez la possibilité de poser des questions. Avant de commencer, je vais en profiter pour présenter Julien Léonard, donc, qui nous propose un exposé d'histoire moderne sur la difficile institutionnalisation, c'est pas un mot facile, merci Julien, d'une minorité religieuse, les protestants français, entre fidélité et répression au XVIIe siècle. Alors, Julien Léonard est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine à Nancy. Ses nombreuses recherches portent sur le monde réformé francophone au XVIIe siècle. Il étudie à la fois le royaume de France et les territoires protestants. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne conférence. Je vous remercie de garder vos caméras éteintes et de n'utiliser le chat seulement pour des problèmes techniques. Voilà pour les informations. Bon courage, Julien. Merci beaucoup. Alors j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Pour moi, c'est un petit peu une première, une conférence où je ne vois pas le public. J'espère que vous m'entendez en tout cas bien. Je remercie l'association Histoire d'en parler pour son invitation. C'est vraiment très intéressant pour moi comme expérience, même si elle est un petit peu déroutante, puisque je suis en train de parler dans ma salle à manger face à mon ordinateur et face à personne. Donc, voilà, soyez indulgents aussi. Alors, quand on m'a demandé un sujet pour cette ouverture de conférence, j'ai proposé donc un survol de l'histoire du protestantisme français au XVIIe siècle sous l'angle de son institutionnalisation et de son statut de minorité religieuse. Alors ça ne semble pas forcément très attractif comme ça, comme sujet, mais il me semble que c'est tout de même un sujet particulièrement intéressant à questionner pour nos sociétés contemporaines que celui du statut de la minorité religieuse, de son rapport au pouvoir et de son rapport à la majorité confessionnelle également. Alors, c'est un sujet qui a également été plutôt renouvelé au cours de ces 30 ou 35 dernières années, renouvelé notamment autour de deux grands moments historiographiques dont certains se souviennent peut-être, 1985, le tricentenaire de la révocation de l'édit de Nantes, et 1998, le quadricentenaire de l'édit de Nantes lui-même. Ces deux moments-là ont été du point de vue historiographique et du point de vue bibliographique extrêmement important. De très nombreux ouvrages ont été publiés lors de ces deux moments charnières, si vous voulez. Et pourtant, malgré tout, le XVIIe siècle est resté
dans l'histoire du protestantisme en général et dans l'histoire du protestantisme français en particulier comme le parent pauvre en quelque sorte. Parent pauvre pour une raison presque comment dire, philosophique, c'est que c'est un siècle qui a été coincé, si je peux me permettre ce mot, coincé entre deux époques particulièrement héroïques qui ont beaucoup intéressé les historiens et les historiens protestants eux-mêmes, notamment dans une perspective d'histoire identitaire. Alors, ces deux siècles héroïques ont été le siècle de la Réformation lui-même, le XVIe siècle, avec la naissance du protestantisme et les luttes qui ont mené à son institutionnalisation, ces luttes étant notamment en France la période des guerres de religion. Donc le XVIe siècle d'une part, et puis d'autre part, un XVIIIe siècle où reviennent les persécutions intenses après la révocation de l'édit de Nantes, et avec deux grandes figures pour le XVIIIe siècle, la figure du désert, c'est-à-dire les cultes clandestins, et puis la figure du refuge, c'est-à-dire des protestants français qui préfèrent fuir la France et s'installer dans des pays protestants européens plutôt que eh bien, de se convertir au catholicisme. Donc, entre ces deux périodes, entre le siècle de la Réformation et le siècle du désert et du refuge, le XVIIe siècle a souvent été considéré comme un siècle banal d'institutionnalisation. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Et pourtant, c'est précisément ce siècle d'institutionnalisation qui fait que le XVIIe siècle est peut-être le mieux connu du point de vue des sources, parce qu'il y a eu énormément justement d'archives produites grâce à cette institutionnalisation permise par l'édit de Nantes de 1598. C'est un siècle aussi qui est particulièrement aujourd'hui revisité, et revisité pas forcément d'une manière intéressante ou d'une manière en tout cas historienne. On pourra peut-être en rediscuter après ma conférence, mais le XVIIe siècle, c'est aussi un siècle où le pouvoir royal a combattu la minorité réformée, et ce combat du pouvoir royal contre la minorité réformée est aujourd'hui réactivé comme un épisode particulièrement glorieux de la construction de l'État royal par toute une frange de l'extrême droite. On pourrait en discuter, mais par exemple, dans son dernier livre sur les grands moments de l'histoire de France, eh bien, Éric Zemmour consacre tout un chapitre à Richelieu contre les protestants, avec toute une série d'erreurs historiques, très nombreuses d'ailleurs, erreurs historiques, mais qui montrent aussi cette tension et l'importance de cette histoire de la minorité religieuse. Alors, pour vous proposer cette histoire de l'institutionnalisation de la minorité religieuse, je vais suivre la chronologie, tout simplement en vous montrant eh bien, un petit peu comment la situation institutionnelle et politique des réformés se dégrade au cours du XVIIe siècle, mais se dégrade d'une façon qui n'est pas forcément linéaire. Alors, très souvent, a posteriori, après la révocation de l'édit de Nantes, on a présenté le XVIIe siècle comme un long cheminement vers la révocation de l'édit de Nantes. Alors, ça, c'est une gravure là, que je suis en train de vous montrer à l'écran, qui est une gravure catholique qui loue la révocation de l'édit de Nantes et qui en fait en quelque sorte l'achèvement de toute une politique qui a duré plusieurs dizaines d'années. L'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes étant, vous le voyez sur cette gravure, en quelque sorte le couronnement d'un édifice lentement bâti par le pouvoir monarchique à coup de mesures anti-protestantes. Alors on va voir que cette vision des choses n'est pas forcément fausse, mais il faudrait également eh bien, voir qu'il n'y a pas de fatalité de la révocation, comme l'a très bien montré l'historien Luc Dérault. Alors, je vous rappellerai quelques éléments bibliographiques en fin de conférence et quelques propositions de lecture complémentaires. Ce que je voudrais aussi dire avant de commencer, c'est que, avant de commencer la chronologie, c'est que en 1598, la pacification est l'horizon essentiel. C'est-à-dire qu'en promulguant l'édit de Nantes, en 1598, Henri IV a avant tout l'idée de pacifier le royaume et
l'idée de la coexistence confessionnelle entre la minorité protestante et la majorité catholique est pour lui absolument essentielle. Mais c'est une construction juridique extrêmement lente et extrêmement lourde à mettre en place. C'est ce que j'essaierai de vous montrer, mais en même temps, dans la propagande royale, à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'édit de Nantes qui passe en premier. J'en veux pour preuve que la première représentation de la signature de l'édit de Nantes en 1598 par Henri IV, qui est pourtant un moment vu comme un moment important de l'histoire de France, la première gravure qui la représente, cette signature de l'édit de Nantes, ne date que de 1685, c'est-à-dire au moment de la révocation. C'est au moment de la révocation que des historiens protestants vont, dans leurs histoires, proposer une gravure qui présente Henri IV en train de signer l'édit de Nantes, alors qu'en réalité, l'édit de Nantes, au moment de sa promulgation et de sa signature, n'a eu que relativement peu d'écho, notamment par rapport à une autre pacification très importante, qui est celle de la paix de Vervins, puisque en même temps, la France était en guerre contre l'Espagne. Alors, je vais, dans un premier temps, vous présenter donc ce moment de la pacification, qui est un moment assez long à mettre en place, que Henri IV, donc le souverain qui promulgue l'édit de Nantes, va mettre en place lentement, et qui est un moment où les églises protestantes, où la minorité protestante va pouvoir, en quelque sorte, s'institutionnaliser dans une certaine forme de sérénité. Alors, une certaine forme de sérénité, pas forcément immédiatement, puisque dans un premier temps, l'édit de Nantes, eh bien, la première difficulté que l'on rencontre, c'est de le faire appliquer. Alors, on a souvent l'idée que les rois de France étaient tout-puissants, absolus, etc. Mais pour qu'un édit royal soit applicable dans le royaume de France, il fallait tout d'abord qu'il soit enregistré par des cours de justice dites souveraines. Il y en a une petite dizaine en France, et ces cours de justice qu'on appelle des parlements, évidemment le mot n'a plus la même signification aujourd'hui, mais c'est l'enregistrement par ces parlements qui rend l'édit de Nantes exécutoire. Et pour vous donner une idée, eh bien, il faut plusieurs mois pour que Henri IV obtienne du principal parlement français, le Parlement de Paris, eh bien, l'enregistrement de l'édit de Nantes. Ça se passe au début de l'année 1599 seulement, donc après plusieurs mois de négociations et plusieurs mois au cours desquels eh bien, l'édit de Nantes va perdre une partie de sa substance au profit des catholiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est que cette pacification s'accompagne tout d'abord par un travail patient de la monarchie d'une part et des interlocuteurs confessionnels, un travail patient de renégociation, et cette renégociation se fait plutôt au détriment des protestants. Alors, les protestants, de quoi jouissent-ils? Eh bien, ils jouissent de ce qu'on appelle la tolérance civile. Alors, attention, au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, le mot de tolérance est un mot qui est chargé extrêmement négativement, péjorativement. La tolérance, c'est ce que l'on ne peut pas éliminer. Et si les rois de France tolèrent la minorité protestante, c'est précisément parce que, eh bien, ils sont trop nombreux. Je reviendrai sur les aspects démographiques tout à l'heure. Ils sont trop nombreux, trop bien organisés. Ils ont une force militaire, et donc il faut les tolérer pour éviter la guerre. C'est très explicite dans le texte de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes appelle à l'oubli des guerres civiles et propose eh bien, un modèle de coexistence, mais un modèle qui est extrêmement patient. Il y a de très nombreux articles dans l'édit de Nantes évidemment, ça passe donc par une forme de tolérance. Donc, il y a près d'une centaine d'articles généraux, une cinquantaine d'articles particuliers, ce qu'on appelle également des brevets, c'est-à-dire que donc, il y a vraiment un dispositif législatif là avec l'édit de Nantes qui est extrêmement patient, extrêmement complexe. Et la première difficulté pour le roi de France, c'est de les faire appliquer. Alors, cet édit de Nantes, il est souvent présenté dans les manuels ou dans les livres sous cette forme que vous avez sous les yeux, là, qui est donc la version manuscrite et qui est donc la version telle qu'elle a été enregistrée par le Parlement de Paris. Alors, les principales dispositions sont des dispositions religieuses, à proprement parler. On accorde aux protestants de France, partout dans le royaume, la liberté de conscience.
et la liberté donc d'être protestant. Mais la liberté de culte, elle, est précisément encadrée. C'est-à-dire qu'il y a enfin, on prévoit dans le texte de l'édit de Nantes de façon très précise les endroits où l'on aura le droit ou non d'exercer le culte réformé, tandis que le culte catholique, lui, est permis absolument partout. Hein, donc vous voyez, il y a déjà une dissymétrie entre la majorité confessionnelle catholique et la minorité réformée qui est donc simplement tolérée dans des endroits particuliers. Ces dispositions purement religieuses s'accompagnent également de protections juridiques. Les protestants sont reconnus comme des sujets à part entière du roi Henri IV. Ils sont protégés par des cours de justice particulières quand des procès opposent des catholiques aux protestants. Eh bien, ils peuvent faire appel à des juridictions qu'on appelle des juridictions mi-parties, où il y a à la fois des juges catholiques et des juges protestants. Et puis, à côté de cela, Henri IV propose également une sorte de protection militaire, c'est-à-dire que les protestants obtiendront comme garantie de la pacification, eh bien, ils obtiendront des villes fortifiées avec des garnisons entretenues par le roi avec des capitaines et des commandants protestants à leur tête. Quelques noms de ces grandes places, on a La Rochelle, Saumur, Montauban, Castres, donc des villes qui vont devenir ensuite Nîmes, des bastions protestants. Dans les faits, donc, on a une minorité surveillée qui est dotée de ce qu'on appelle sous l'Ancien Régime des privilèges, c'est-à-dire des lois particulières. Alors évidemment, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle nous aujourd'hui des privilèges. Sous l'Ancien Régime, les privilèges, c'est-à-dire ce sont des lois particulières qui vont s'appliquer aux protestants et aux relations confessionnelles. Cette dissymétrie entre catholicisme et protestantisme se perçoit également dans le vocabulaire utilisé, puisque la religion catholique est toujours présentée dans les textes officiels comme la religion catholique, apostolique et romaine. C'est le nom complet, tandis que la religion réformée, elle, est présentée dans les textes officiels comme la religion prétendue réformée. Et parfois, dans les attaques des catholiques, on a même la prétendue religion. Donc là, on n'attaque plus le fait que ce soit prétendument réformé, mais carrément que ce soit prétendument une religion. Alors, ce qui est fondamental dans ces années 1598, 1610, 1620, c'est que les protestants vont se lancer à corps perdu dans la défense de leur religion d'un point de vue institutionnel, mais aussi d'un point de vue doctrinal. Ces années-là, ces 20 années-là dont nous parlons, sont le grand moment de la controverse entre des membres du clergé catholique et des pasteurs protestants. Certains historiens ont interprété cela comme la volonté finalement de faire passer la guerre civile des armes vers le monde intellectuel, si vous voulez. Alors, c'est peut-être aller assez vite en besogne parce que ces controverses sont parfois de très faible qualité, avec des arguments extrêmement, de très bas niveau, mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la population, en tout cas la population lettrée. Il y a de très nombreux ouvrages de controverses qui se publient. On a des spécialistes de la controverse. On a par exemple dans les années 1610, l'émergence de cet homme qui s'appelle François Véron, qui a inventé une méthode pour pouvoir combattre les protestants et les rendre muets. C'est le mot qu'il emploie à de très nombreuses reprises. Alors là, vous avez sur la partie droite de la photo que je vous présente la page de titre d'un de ses ouvrages, et il avait cette particularité de mettre beaucoup d'informations sur la page de titre. Quand on avait fini la page de titre, en général, on a quasiment compris tout ce qu'il voulait dire. Dans ces années donc 1598, 1620, on a quasiment 3000 à 3500 titres de controverses qui sont publiés en France sous les presses catholiques ou protestantes, et à peu près 250 controverses réelles, c'est-à-dire avec
vraiment dans la même pièce un pasteur protestant et un membre du clergé catholique qui vont s'affronter en public sur des sujets de controverse. Alors, les grands sujets de controverse entre les catholiques et les protestants, c'est essentiellement le sujet de la messe, c'est-à-dire le fait que les protestants nient la présence réelle du corps et du sang du Christ lors de la célébration de la messe, mais aussi des sujets comme le culte des saints, la présence des images, la vocation des pasteurs, la nature de l'Église, etc. Donc c'est vraiment une controverse qui traite de très nombreux sujets et qui mettent donc dos à dos eh bien, des spécialistes. Donc là, François Véron, côté protestant, je vous cite un nom, il s'appelle Pierre Dumoulin, c'est lui la grande figure du monde pastoral réformé en ce début de XVIIe siècle. C'est sur lui que se cristallisent la plupart des attaques et c'est lui qui porte également les attaques. Alors du coup, on a des protestants qui sont assez en vue, assez actifs et qui peuvent eh bien, faire appliquer leur organisation ecclésiastique eh bien, de façon sereine. La période des guerres de religion avait rendu l'application des grands principes protestants dans l'organisation de l'Église extrêmement difficile. Et bien là, dans ces années 1600-1610, on a des institutions protestantes qui tournent et qui fonctionnent de façon assez efficace. La cellule de base du fonctionnement des églises protestantes au XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le consistoire. Donc vraiment, les églises protestantes ont une organisation qui part du local. C'est vraiment très différent du fonctionnement de l'église catholique qui est extrêmement hiérarchisée et qui fonctionne essentiellement sur un mode vertical, du haut vers le bas. Les églises réformées ont vraiment comme cellule de base l'église locale qui est pilotée donc par un consistoire avec à sa tête un ou plusieurs pasteurs, et puis autour de lui, eh bien, parmi les principaux notables de l'Église, ceux qu'on appelle les anciens, qui surveillent les mœurs, et puis les diacres, qui s'occupent de la charité aux pauvres. Et puis, ce système-là, donc local, est complété par des solidarités régionales. Les églises voisines se regroupent dans ce qu'on appelle des colloques, qui se réunissent dans l'idéal une ou deux fois par an, et puis plusieurs colloques se réunissent dans ce qu'on appelle des synodes provinciaux, normalement tous les ans ou tous les 2 ans, qui règlent donc les problèmes qui peuvent se poser à l'ensemble des églises. Et puis tous les 3 ans se réunit un synode national avec les principaux représentants des pasteurs, mais aussi des laïcs. Et donc tous les 3 ans, dans les grandes villes, se réunissent ces synodes nationaux. Alors, on voit que les préoccupations de la minorité sont des préoccupations qui sont surtout financières. Alors ça, c'est tout à fait normal, puisque les églises réformées doivent se financer de façon relativement autonome. Normalement, Henri IV a promis par l'édit de Nantes d'aider financièrement les églises, mais en réalité, elles vivent essentiellement sur leurs ressources propres, donc essentiellement les dons des fidèles. Et puis, l'autre aspect, mais qui est lié à cette inquiétude financière, l'autre aspect, c'est l'entretien du système scolaire protestant. Les protestants ont cette particularité de beaucoup insister sur la lecture de la Bible en français, ce qui nécessite des apprentissages et chaque église est censée avoir son école avec des maîtres d'école protestants qui vont apprendre aux enfants à lire, à écrire et puis surtout à comprendre le catéchisme. Mais au niveau supérieur, les institutions réformées s'inquiètent beaucoup de l'entretien de collèges. Alors les collèges, c'est l'équivalent de notre système secondaire, si vous voulez, donc c'est faire ses humanités, apprendre le latin, apprendre la philosophie, la logique, etc. Et puis, au niveau encore supérieur, les protestants commencent à entretenir, grâce à la pacification de l'édit de Nantes, commencent à entretenir des académies, c'est-à-dire des universités. Ils en ont quelques-unes à Saumur, à Montauban, à Sedan, à Nîmes, à Orange, à Die également bientôt.
Ils ont donc des universités qui leur permettent de former leurs futures élites et notamment leurs futurs pasteurs. Et c'est au XVIIe siècle bien, que les procédures de recrutement des pasteurs, de formation des pasteurs va bien, précisément se normaliser, si vous voulez, et on prévoit absolument tout pour former ces pasteurs, donc de leur plus jeune âge jusqu'à leur élection et leur installation dans une église. Alors, on a, là, vous avez sur ces deux gravures, à droite, la réunion d'un synode. Alors, c'est une représentation qui est largement fantasmée hein, et a posteriori, puisqu'elle date du début du XVIIIe siècle. Mais disons que c'est une réunion à la fois de pasteurs et de laïcs. Et puis à gauche, vous avez une cérémonie d'imposition des mains. C'est une cérémonie au cours de laquelle eh bien, le jeune étudiant en théologie qui a réussi ses examens, qui a réussi à se faire élire pasteur dans une église, eh bien, est intronisé par un pasteur plus ancien en présence d'autres pasteurs qui vont eh bien, le rendre digne d'être leur égal. Alors, cette mobilisation institutionnelle, cette inquiétude financière aussi, eh bien, elle a lieu dans un contexte où, du point de vue démographique, la population réformée est assez nombreuse, peut-être 1 million de personnes, en tout cas 900 000, entre 900 000 et 1 million de personnes dans le Royaume de France. Alors, ce qui fait quand même hein, que la minorité réformée est vraiment très minoritaire, hein, puisqu'on a à peu près 20 millions d'habitants dans le Royaume de France, mais dans certaines zones, hein, eh bien, il y a des régions majoritairement protestantes, notamment dans ce qu'on a appelé le croissant réformé, hein, qui va notamment de La Rochelle jusqu'à Genève. J'en reparlerai tout à l'heure. Ce qui montre bien cette institutionnalisation du protestantisme et finalement les effets, disons, plutôt normalisateurs de cette pacification, c'est que les protestants se mettent dans les années 1600, 1610 à construire des temples. Alors, parfois, ils sont contraints de construire ces temples en périphérie ou à l'extérieur de la ville à cause de la pression des autorités catholiques. Mais on a des temples qui sont parfois très imposants, alors dont on a parfois gardé les plans, et on en a assez peu malheureusement. On a ici, par exemple, un temple construit en 1600 avec un plan très original à Quevilly. C'est le temple donc, de l'église réformée de Rouen, qui se trouve dans un village à proximité de Rouen, donc Quevilly. On a on a des temples dont les plans sont beaucoup plus classiques. On a ici le temple de la ville de Metz, qui est un temple rectangulaire, mais qui est très imposant. Hein. Dans la ville de Metz, on a des indications architecturales qui montrent qu'il y a peut-être 4 ou 5 000 personnes qui peuvent entrer dans ce temple en même temps, dans des conditions acoustiques parfois difficiles. Alors, ce croissant réformé hein, dont je parlais à l'instant, vous le voyez sur cette carte, hein, il va donc de La Rochelle jusqu'à Genève, en passant par le Dauphiné, le Languedoc, la vallée de la Garonne, l'Aunis et la Saintonge, et puis au nord du royaume, on a également, le long de la vallée de la Loire, surtout en Normandie, eh bien, quelques concentrations protestantes importantes, qui font que ce protestantisme est certes minoritaire, certes disséminé, mais il reste il reste en tout cas culturellement puissant, enraciné grâce à cette institutionnalisation. Alors, cette période plutôt favorable, elle se focalise sur les années 1600, c'est-à-dire la deuxième partie du règne d'Henri IV. Et évidemment, en 1610, l'assassinat d'Henri IV en mai 1610, suscite énormément de craintes, énormément d'inquiétudes. Alors, dans un premier temps, et dans les années 1610, ces inquiétudes sont relativement calmées par les autorités royales, par la régente Marie de Médicis, la veuve d'Henri IV d'abord, puis par le jeune Louis XIII, qui tempère les inquiétudes protestantes, même si au sein du monde protestant, eh bien, on a certaines divisions entre ceux qui voudraient profiter de la situation pour demander de nouveaux avantages et puis ceux qui voudraient tout simplement profiter de cette normalisation.
Alors, le grand moment de lutte, à la fois à l'intérieur du protestantisme, entre ceux qui voudraient profiter de l'institutionnalisation et les autres, d'une part, mais aussi entre les protestants et le pouvoir royal, eh bien, ce sera, deuxième temps de mon propos, les dernières guerres de religion, donc, et ce qu'on pourrait appeler la mise au pas. Alors, c'est une très longue période qui va de 1620 à 1661, peut-être trop longue, mais je vais essayer de résumer, qui commence donc par une décennie, la décennie 1620, qui est une décennie de retour des guerres de religion, mais dans des conditions qui sont nettement plus défavorables aux protestants que les guerres de religion du XVIe siècle. Alors, tout d'abord, on a, à la fin des années 1610, une dénonciation de plus en plus fréquente de ce qu'on appelle le parti huguenot. Alors, parti huguenot avec un P majuscule, ce parti huguenot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des forces réformées, des forces militaires et politiques réformées, accordées par Henri IV dans l'édit de Nantes. Ce sont les places de sûreté dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, ces villes fortifiées avec des garnisons protestantes, et puis la possibilité aussi de s'organiser politiquement. Tout cela forme ce qu'on appelle donc le parti huguenot, mais ce qu'on appelle déjà à l'époque le parti huguenot, dont le grand spécialiste est l'historien Hugues d'Aussy. Alors, ce parti huguenot, hein, vous le voyez, il est particulièrement fort autour donc des places, autour des garnisons, hein, que vous voyez avec des petits carrés sur cette carte. J'espère que la carte est plutôt claire. Et ce parti huguenot, je le disais tout à l'heure, il est, disons, pour faire simple, hein, pour simplifier, je suis désolé, mais il est, disons, traversé par une opposition entre ceux que l'on a appelés plus tard les prudents, prudents essentiellement incarnés par des personnages qui sont Sully, l'ancien ministre d'Henri IV, Duplessis-Mornay également, en bas à gauche, qui est un ancien capitaine d'Henri IV également, qui eux, donc, comme leur nom l'indique, hein, sont extrêmement prudents vis-à-vis de la monarchie. Et puis au contraire, on a ceux qui vont, que l'on va appeler dans l'historiographie les fermes, c'est-à-dire ceux qui voudraient relancer la bataille contre le pouvoir monarchique pour pouvoir obtenir de nouveaux avantages et de nouveaux privilèges au-delà de l'édit de Nantes. Et là, le grand chef de ces fermes, c'est celui que vous avez à droite de votre écran, c'est le duc de Rohan, qui est un grand noble, un grand noble protestant. Alors, ce qui va mettre le feu aux poudres, alors rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette guerre, mais ce qui va mettre, de ces guerres plutôt, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est le rétablissement par Louis XIII en 1620 du catholicisme en Béarn. Alors, vous le savez, les rois de France, depuis Henri IV, justement, sont rois de France et de Navarre, parce que Henri IV était auparavant roi de Navarre. Or, la Navarre, ce qu'il en reste, c'est en gros le Béarn. Je reviens rapidement sur cette carte. Le Béarn, hein, c'est ce que vous avez ici. Au sud-ouest, qui est une principauté autonome donc avant la réunification avec le Royaume de France. Or, dans le Béarn, la situation était en miroir de celle de la France. C'est-à-dire que c'était le protestantisme qui était la religion majoritaire et le catholicisme qui était la religion tolérée. Eh bien, en 1620, Louis XIII donc, met fin à cette situation et rétablit la messe en Béarn, ce qui est vu comme une provocation et ce qui ensuite lance le processus des guerres de religion. Alors ces guerres de religion, ces dernières guerres de religion qu'on appelle les guerres de Rohan qui émaillent les années 1620, mettent en scène à la fois des hommes de guerre, les Rohan, mais aussi des pasteurs. Alors vous avez ici par exemple Daniel Chamier, qui est un pasteur qui meurt au combat. Hein, on a des pasteurs qui meurent au combat pendant des sièges. Et puis évidemment, le grand moment de ces guerres de Rohan, c'est un moment qui a été largement instrumentalisé ensuite par la propagande monarchique et donc plus tard encore par des historiens, entre guillemets, ou alors en tout cas des pamphlétaires, c'est évidemment le siège de La Rochelle. Alors, cette représentation du siège de La Rochelle n'est pas forcément la plus connue, mais c'est celle qui a été réalisée du temps de la prise de La Rochelle. Donc, La Rochelle est
un bastion réformé qui est assiégé par le pouvoir monarchique entre 1627 et 1628. Pendant de très longs mois, la ville est soumise à un siège extrêmement dur. Et la reddition de La Rochelle, le 28 octobre 1628, est en quelque sorte un moment majeur de la victoire monarchique incarnée donc par le cardinal de Richelieu, qui est au troisième plan sur cette représentation, et qui met fin à ce qu'on appelle donc le parti huguenot. Alors, à partir de 1629, l'édit de Nantes n'est plus appliqué que de façon restrictive. Je m'explique. En 1629, suite à la reddition donc, de La Rochelle, eh bien, Louis XIII va octroyer un nouvel édit, qui est un édit qui est moins connu que celui de Nantes, mais qui lui est largement lié. C'est ce qu'on appelle l'édit de Nîmes. Et l'édit de Nîmes, eh bien, va poser des conditions d'application à l'édit de Nantes et surtout va restreindre le statut de la minorité réformée. C'est-à-dire que désormais, les réformés n'auront plus que des droits juridiques et religieux, mais plus de droits à une représentation politique et encore moins à une défense militaire. Donc, c'est le démantèlement du parti huguenot. Et désormais, à partir de 1629, eh bien, les protestants ne devront leurs privilèges, entre guillemets, c'est-à-dire ne devront la garantie de leurs droits spécifiques qu'à la seule bonne volonté du roi. Et donc, Louis XIII devient le seul garant possible de l'application de l'édit de Nantes. Désormais, les protestants n'ont plus du tout leur propre système de défense. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la minorité protestante parce que Louis XIII lui-même, personnellement, est un roi qui est extrêmement pieux, extrêmement marqué par le catholicisme de son temps et il est plutôt défavorable religieusement aux protestants. Alors là, je vous montre un tableau qui le montre en train de vouer le royaume de France à la Vierge en 1638. Alors c'est quelques années après la reddition de La Rochelle, mais évidemment, vouer la France à la Vierge, c'est quelque chose que les protestants ont très certainement pris comme une forme d'attaque. Alors, malgré tout, les églises réformées maintiennent leur activité religieuse. Certaines de ces communautés restent florissantes. Alors, on a par exemple ici une vue intérieure du temple de Charenton, qui est le temple où se réunissaient les réformés parisiens et qui reste dans ces années-là une communauté extrêmement riche, active, culturellement active, religieusement active, malgré des divisions théologiques, alors dans lesquelles je ne vais pas rentrer, qui sont assez compliquées, mais qui peuvent parfois miner la bonne entente du point de vue interne. Dans les églises réformées, il y a des querelles théologiques. Alors, à la même époque, il y a des querelles théologiques également chez les catholiques, mais évidemment, ces querelles internes au sein d'une minorité confessionnelle ont sans doute une résonance encore plus forte. Alors, on a toujours des pasteurs très importants qui sont des références intellectuelles. Alors, je vous en montre quelques-uns. Ici, vous avez André Rivet, qui est une des grandes figures théologiques de son temps, qui est professeur de théologie aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, à Leyde, et qui est vraiment une sorte d'autorité intellectuelle reconnue dans le monde réformé. On continue également l'encadrement des fidèles dans les églises. Les consistoires sont extrêmement actifs. Ils continuent à surveiller les mœurs, à discipliner, c'est le terme qui est souvent employé, discipliner, c'est-à-dire essayer de rendre les fidèles plus chrétiens. Ils vont surveiller les danses, les jeux, les blasphèmes, etc. Les contacts avec les catholiques, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent l'objet de la surveillance des fidèles, c'est-à-dire que les autorités ecclésiastiques réformées vont essayer de surveiller leurs propres fidèles pour surtout éviter qu'ils n'aient des contacts trop étroits avec les catholiques majoritaires. Alors, c'est une période, malgré tout,
difficile du point de vue démographique aussi, puisque dans ces années 1620 à 1660, eh bien, on assiste à une sorte de reflux démographique, puisqu'il y a moins de 800 000 réformés en France en 1661, au début du règne personnel de Louis XIV, par rapport aux 900 000, voire 1 million qu'on avait au début du XVIIe siècle. Donc vous voyez, hein, vous avez une sorte de recul. Alors, malgré ce recul, du point de vue culturel et identitaire, la minorité réformée reste extrêmement combative. Alors, je vous donne quelques exemples de ces pratiques culturelles, c'est-à-dire que la minorité réformée essaye de se distinguer de la majorité catholique par des pratiques culturelles qui les rendent immédiatement visibles. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup, mais peut-être deux exemples qui sont assez révélateurs. C'est que les protestants français, je l'ai dit tout à l'heure, lisent la Bible en français chez eux. Ça, c'est vraiment une pratique culturelle très forte. Alors, c'est une pratique qui est plutôt domestique, mais même dans l'espace public, eh bien, quand ils vont se rendre au temple, ils vont chanter les psaumes, qui est vraiment un livre biblique très important pour les protestants. Ils vont chanter les psaumes dans des versifications françaises. Donc le fait d'aller dans la rue et d'aller au temple en chantant les psaumes en français, c'est quelque chose qui va marquer son identité protestante, y compris dans l'espace public. Deuxième exemple, c'est le choix des prénoms. Alors le choix des prénoms, on le sait, hein, c'est quelque chose d'important pour une minorité sociale, confessionnelle, etc. Le choix des prénoms est très révélateur, c'est-à-dire que les autorités ecclésiastiques réformées insistent régulièrement auprès des fidèles pour qu'ils donnent à leurs enfants des prénoms qui soient uniquement des prénoms bibliques. Et pour les réformés les plus militants, eh bien, on va voir des prénoms vétérotestamentaires de l'Ancien Testament. Donc, au XVIIe siècle, on a des Abraham, des Moïse, etc., qui vont fleurir. Alors, évidemment, ils restent minoritaires dans la minorité, mais ce choix des prénoms est aussi un choix identitaire, hein, qui est relativement important. Alors, malgré tout, hein, malgré cette importance culturelle, confessionnelle, etc., les réformés français commencent à subir, dès ces années 1630, 1640, 1650, les premiers effets de l'alliance de plus en plus claire entre le pouvoir monarchique d'une part et les autorités ecclésiastiques catholiques d'autre part. Donc, il va y avoir une alliance assez claire entre l'État et l'Église pour lutter contre la minorité protestante. Et la première phase, dans ces années 1630, 1640, 1650, c'est l'instrumentalisation croissante de la justice royale au service de la majorité catholique et au détriment de la minorité réformée. Alors, cette judiciarisation des rapports confessionnels accompagne la controverse classique que nous avons vue au cours de la première période, mais elle a pour but de clairement déstabiliser les institutions réformées, de les dérégler, de les rendre dépendantes vis-à-vis du pouvoir politique. Alors, ce qui a peut-être ralenti cette judiciarisation, c'est la très grande fidélité des protestants français au cours de certains événements dont la monarchie a pu pâtir, et notamment au cours de la Fronde. Dans les années 1650, 1648-1652, vous le savez peut-être, la monarchie, lors de la minorité de Louis XIV et lors du gouvernement d'Anne d'Autriche et de Mazarin, subit des attaques politiques de la part des frondeurs. Et au cours de cette fronde, les protestants sont particulièrement calmes et particulièrement dociles vis-à-vis du pouvoir monarchique. Donc ça ralentit un petit peu le processus de judiciarisation des rapports confessionnels. Mais malgré ce ralentissement, régulièrement, les autorités ecclésiastiques catholiques vont réclamer auprès de la monarchie des mesures antiprotestantes. Et ces mesures antiprotestantes vont être régulièrement prises de façon formelle ou de façon parfois informelle, donc des décisions judiciaires qui sont défavorables aux protestants, alors qu'a priori les protestants étaient dans leur bon droit.
Alors, je vois que le temps file, je suis désolé, j'essaye de brosser tout ça à grands traits. Je simplifie sans doute trop, mais j'en passe donc au troisième temps. Ce troisième temps, c'est réduire les Huguenots. Alors, c'est une expression très régulièrement employée pour désigner cette politique royale, notamment menée par Louis XIV contre les protestants, et c'est ce qui a donné notamment le titre de l'ouvrage de Luc Dérault, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, avec l'arrivée au pouvoir de Louis XIV, en 1661, lorsque Louis XIV prend personnellement les rênes de son royaume à la mort de Mazarin en 1661, eh bien, la politique anti-protestante va avoir une sorte de coup de fouet. Il va y avoir un regain de politique anti-protestante à partir des années 1661. Et si vous voulez, la philosophie que va mettre en place Louis XIV du point de vue politique, c'est de lire ce qu'on va appeler, une lecture que les historiens ont souvent qualifiée de lecture à la rigueur de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que désormais, avec Louis XIV, tout ce qui n'est plus explicitement autorisé par l'édit de Nantes va devenir interdit. Louis XIV va mener toute une série d'enquêtes sur le terrain, sur la façon dont est appliqué l'édit de Nantes. Il va envoyer ce qu'on appelle des commissaires de l'édit dans les provinces. Il va aller vérifier les droits qu'ont chaque église et ces droits, après vérification, vont mener à la suppression de très nombreux cultes. Alors, je vous donne juste un exemple pour vous montrer un petit peu comment marche cette mécanique. Pour vous montrer qu'on quitte la lecture selon l'esprit de l'édit de Nantes pour aller vers une lecture à la lettre. Cet exemple, c'est qu'il y a un article de l'édit de Nantes qui garantit la liberté de culte partout où le culte était établi en 1596 et 1597, donc juste avant la signature de l'édit de Nantes. Et de façon globale, à la signature de l'édit de Nantes, l'esprit de cet édit, c'était que les églises devaient présenter une preuve de 1596 ou 1597. Or, l'article est formulé 1596 et 1597. Donc, Louis XIV, dans ses enquêtes, eh bien, va réclamer des preuves du culte en 1596 et en 1597, ce qui va être évidemment très difficile pour de très nombreuses églises dans les années 1660, parce qu'on est plus de 60 ans plus tard, des archives ont été perdues, brûlées, ont disparu, etc. Et donc, on a comme ça toute une vague de suppression d'autorisation de culte. Dans les années 1660, on a également de très nombreuses mesures antiprotestantes qui visent à... alors j'allais employer ce terme-là, mais vraiment sans y penser, mais à confiner le protestantisme dans la sphère privée. Je m'explique. Le culte catholique est un culte qui est éminemment public, démonstratif. Il y a de très nombreuses processions dans la rue, etc. Donc le culte catholique est un culte qui est très visible dans l'espace public. La politique antiprotestante va tenter de rendre le culte protestant invisible dans l'espace public, et on a dans les années 1660 toute une série de mesures qui sont des mesures vexatoires dans le but de rendre le culte protestant invisible. Je vous en donne juste quelques exemples. Louis XIV va interdire, par exemple, aux officiers royaux qui sont protestants de faire figurer des fleurs de lys sur leurs bancs dans les temples, parce qu'il ne faut pas que ce soit qu'un emblème royal figure dans un temple. Donc là, il y a cette volonté d'invisibiliser. Dans l'espace public, les pasteurs n'ont plus le droit de porter la robe pastorale à partir des années 1660 dans la rue. Ils ont le droit de la porter chez eux, ils ont le droit de la porter dans le temple, mais ils n'ont plus le droit de la porter dans la rue. On va aussi encadrer les convois funéraires. On va obliger les protestants à enterrer leurs morts, soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc vous voyez, il y a cette stratégie pour rendre les protestants invisibles. On va aussi leur interdire de chanter les psaumes dans la rue. Bref, tout ce qui fait leur identité et leur identité visible, eh bien, on va les renfermer. Ça, si vous voulez, c'est la première... j'ai l'impression qu'il y a comme des dessins sur mon écran. Alors, j'espère que ça n'apparaît pas pour vous. Des dessins jaunes et rouges. Je ne sais pas exactement ce que c'est. J'espère que ce n'est pas moi qui les mets. Je suis désolé si c'est le cas. Et je reviens sur cette gravure que je vous ai présentée au début de mon propos. Donc, vous avez là, dans ces années 1660,
eh bien, toute une série de mesures. Et ces mesures vont être renforcées et aggravées dans les années 1670 par des mesures qui sont des mesures quasiment sociales. C'est-à-dire qu'on va empêcher les protestants d'exercer certaines professions. On va les attaquer sur leur identité sociale, cette fois, avec toute une série de stratégies, de stratagèmes. Alors, par exemple, on va, sous le prétexte que les sages-femmes protestantes ne baptisent pas les enfants en danger de mort pour des raisons théologiques, on va interdire aux protestantes d'être sages-femmes. On va également interdire aux ecclésiastiques catholiques de se convertir au protestantisme. Ensuite, on va carrément interdire toute conversion au protestantisme. Donc, en fait, désormais, il n'y a plus qu'un seul passage possible, c'est celui du protestantisme vers le catholicisme au début des années, enfin à la fin des années 1670 et au début des années 1680. Donc là, la situation s'est très clairement détériorée. Et puis, ce qui détériore aussi beaucoup la situation, ce sera un de mes derniers exemples, je vous rassure, ce qui va nettement dégrader la situation, c'est qu'on va autoriser, enfin en tout cas le pouvoir royal va autoriser les enfants de protestants à se convertir sans l'autorisation de leurs parents à partir de l'âge de 7 ans. Alors ça, c'est une mesure qui est absolument dramatique parce que ça va susciter des cas d'enlèvement d'enfants, des procès sans fin entre des catholiques et des protestants, partant du principe que si l'enfant à 7 ans eh bien, émet le souhait d'être catholique, eh bien, cela légitimerait le droit de certaines institutions catholiques à prendre l'enfant et à le retirer à sa famille. Alors ça mène à de très nombreux drames humains et familiaux. Et ces drames renforcent donc la fragilisation de la minorité réformée qui continue en plus sa décroissance démographique. Je vous parlais tout à l'heure de 800 000 personnes en 1661. Dans les années 1680, on n'est plus qu'à 730, 750 000 personnes. Donc là aussi, la décrue démographique, continue assez largement. Alors, face à cette situation, les protestants sont totalement pris au piège du point de vue politique et intellectuel. Pourquoi sont-ils pris au piège? Parce que depuis 1629, j'en ai parlé tout à l'heure, leur seule protection juridique, c'est la bonne volonté du roi. C'est-à-dire que désormais, ils n'ont plus de moyens de se défendre, ils sont obligés de dépendre du roi pour leur liberté de culte. Et donc, depuis 1629, les protestants français ont développé un discours monarchique extrêmement obéissant. Les protestants sont très favorables à la monarchie absolue. Ils ont un discours qui est tout à fait valorisateur, même pour Louis XIV. Ils considèrent comme les catholiques que Louis XIV est un roi sacré, qu'il est un enfant du miracle. Vous le savez peut-être, Louis XIV a comme deuxième prénom Dieudonné parce qu'il est né après plus de 20 ans de mariage stérile de ses parents. Et donc, même les protestants reconnaissent que Louis XIV serait une sorte de don de Dieu. Et donc, on a l'habitude d'un discours plutôt de soumission et d'obéissance. Alors, au début des années 1680, il va y avoir toute une série de moments qui vont faire basculer certains protestants dans l'idée qu'il est légitime et possible de résister à la volonté royale. Alors, une des incarnations de cette résistance, c'est un avocat qui s'appelle Claude Brousson, qui va devenir ensuite, plus tard, un pasteur. Cette idée qu'il est légitime de résister va naître donc dans ces années 1682, 1683, et va naître notamment autour d'un événement, alors sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder, mais que j'ai quand même envie de citer. Cet événement, c'est la lecture dans tous les consistoires de France de ce qu'on appelait l'avis pastoral. Alors là, c'est sans doute à ce moment-là que beaucoup de protestants ont considéré que la monarchie outrepassait ses droits et allait trop loin. Alors, qu'est-ce que l'avertissement pastoral? L'avertissement pastoral, c'est un texte de l'épiscopat français
signé en 1682 qui appelle les protestants à revenir dans le giron catholique, à se convertir au catholicisme pour le salut de leur âme. Et le pouvoir royal accepte que cet avertissement pastoral soit lu dans tous les consistoires de France, donc dans toutes les autorités ecclésiastiques réformées de France, et soit lu à la fois par un représentant de l'évêque du lieu et par un représentant du roi. Alors, la stratégie de la plupart des protestants est d'accepter d'écouter le représentant du roi, mais de refuser d'écouter le représentant de l'évêque. Mais c'est à ce moment-là que se cristallise, dans les années 1682-1683, c'est à ce moment-là que se cristallise l'idée qu'il faut obéir au roi à tout prix, mais que si le roi remet en cause la liberté de conscience et outrepasse ses droits en empêchant le fidèle d'obéir à Dieu, alors il est possible de désobéir au roi. Et le grand moment, si vous voulez, de ce retournement vis-à-vis de la monarchie française, c'est évidemment la révocation de l'édit de Nantes. Alors, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 pose, en octobre 1685, pose donc la question de l'obéissance au pouvoir royal. Alors, juste quelques mots sur cet édit de révocation. L'édit de révocation part d'un principe qui est très contestable. Louis XIV dit voilà, désormais, il n'y a plus suffisamment de protestants en France pour justifier le régime de tolérance donné par mon grand-père, Henri IV. Henri IV aurait voulu que tous les Français redeviennent catholiques. Eh bien, je vais appliquer le vœu de mon grand-père et mettre fin à l'édit de Nantes. Et il y a quelques mesures qui sont prises. La première mesure, c'est de donner 15 jours aux pasteurs pour se convertir au catholicisme ou quitter la France. Au cours de ces 15 jours, tous les temples quasiment de France sont détruits. Le protestantisme donc est définitivement et totalement interdit, mais dans le même temps, on interdit aux protestants qui ne sont pas pasteurs de quitter la France. Alors ça s'accompagne de toute une série de drames humains. Par exemple, les pasteurs n'ont pas le droit de partir avec leurs enfants de plus de 7 ans. On a comme ça toute une série de drames extrêmement forts. Et donc, à partir de ce moment-là, va se poser la question de l'obéissance ou non au roi. Dans toute l'Europe, c'est plutôt cette question-là qui va susciter la condamnation de Louis XIV. Ce n'est pas tellement qu'il ait interdit le protestantisme dans son royaume, mais plutôt qu'il ait interdit à ses sujets protestants de quitter le royaume pour pouvoir rester protestants et pour pouvoir être fidèles à leur religion. C'est surtout ça qui va être condamné très fermement par toute l'Europe, en tout cas par toute l'Europe protestante, contre cette condamnation contre Louis XIV. Pardon. Alors, cette révocation s'accompagne de très nombreuses violences, puisque dans les mois qui suivent la révocation vont se multiplier ce qu'on appelle les dragonnades, c'est-à-dire des soldats qui vont passer pour obliger les protestants à se convertir, sachant qu'une fois qu'ils sont convertis au catholicisme, ils ne peuvent plus revenir en arrière et sont obligés soit de se soumettre, soit de passer dans la clandestinité. Alors, c'est un texte, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, pardon, qui est particulièrement hypocrite, qui admet qu'on puisse continuer à être protestant sans avoir le droit de culte, mais donc en réalité, ça s'accompagne d'une propagande royale très forte. Par exemple, ici, vous avez une gravure qui présente la démolition du temple de Charenton. On a des médailles qui sont frappées à la gloire de Louis XIV qui a vaincu l'hérésie. Et puis, on a comme ça tout un travail de destruction du protestantisme du point de vue matériel. Cette destruction matérielle, donc, ce sont les temples, mais ce sont aussi malheureusement beaucoup d'archives protestantes qui sont détruites dans ces années 1685-1686. Alors, les protestants sont désormais face à plusieurs choix. Certains vont se convertir sincèrement, vont obéir au roi, vont se convertir au catholicisme. Alors, on ne sait pas exactement selon quelle proportion, mais beaucoup d'entre eux font le choix soit de rester protestants de cœur et de continuer pour certains d'entre eux à suivre le culte dans ce qu'on appelle le désert, entre guillemets. Et puis, on en a certains d'entre eux qui décident de fuir
de fuir dans les pays protestants en gardant parfois un lien avec la France. Alors ici, vous avez un des principaux pasteurs qui va organiser ce qu'on appelle le refuge. Il s'appelle Pierre Jurieu, qui va envoyer régulièrement en France ce qu'on appelle des lettres pastorales. D'ailleurs, vous voyez le titre de ces lettres pastorales qui montre un petit peu la philosophie. Ce sont des lettres pastorales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone. Babylone étant évidemment donc le catholicisme que l'on oblige ces hommes et ces femmes à professer. Alors, il y a à peu près 150 000 personnes qui décident de quitter la France, et c'est dans ce milieu du refuge que vont naître de nouvelles idées philosophiques. Je terminerai là-dessus. De nouvelles idées philosophiques, notamment autour du philosophe protestant exilé à Rotterdam, Pierre Bell, qui, dans son dictionnaire historique et critique, mais aussi dans toute une série d'ouvrages philosophiques, va donner un nouveau sens au mot de tolérance. Désormais, la tolérance, c'est quelque chose de positif qu'il faut rechercher, et on va condamner Louis XIV précisément pour son intolérance. Alors, quelques mots de conclusion. Je suis désolé, j'ai été un petit peu rapide sur la fin. Quelques mots de conclusion pour dire que ce XVIIe siècle donc a été largement décrié dans l'historiographie, par l'historiographie protestante en tout cas, et notamment par le principal ouvrage de cette historiographie protestante, qui est l'ouvrage d'Élie Benoît, qui est une monumentale histoire de l'édit de Nantes, publié dans les années 1690 dans le Refuge. Élie Benoît était lui-même un pasteur, et il a écrit une histoire donc, de l'édit de Nantes en plusieurs milliers de pages pour présenter donc, l'histoire de ce XVIIe siècle français de 1598 à 1685. Et pour la plupart des protestants, finalement, le XVIIe siècle a été le siècle d'un piège. Ce piège, c'est celui justement de l'institutionnalisation, le piège de la léthargie, de l'amollissement de la foi protestante, de l'obéissance au tyran qu'a été Louis XIV. En réalité, il faudrait évidemment modérer cette vision un petit peu négative du XVIIe siècle. En réalité, le XVIIe siècle a été en quelque sorte une pause, alors une pause plus ou moins importante selon les périodes, mais une pause dans les persécutions contre les protestants. Le XVIIe siècle a été le siècle où les protestants, la minorité protestante, a pu tenter une application de son modèle ecclésiastique, de son modèle confessionnel. Il y a vraiment une minorité protestante qui s'est institutionnalisée, qui s'est enracinée en France grâce à l'édit de Nantes au XVIIe siècle. Et cet enracinement, le pouvoir royal n'a pas pu grand-chose contre lui. Et un des grands symboles finalement de cette incapacité du pouvoir Louis XIVien à éradiquer le protestantisme, c'est que quelques jours avant la mort de Louis XIV, s'est tenue clandestinement en 1715 une réunion de pasteurs que rétrospectivement, on a appelé le premier synode du désert, qui va ouvrir un XVIIIe siècle de clandestinité, mais un XVIIIe siècle où le protestantisme français va réussir tout de même à se maintenir malgré la persécution. Alors, je voudrais terminer en citant quelques ouvrages que vous pourriez consulter pour poursuivre ces réflexions. Alors, à gauche, vous avez un ouvrage qui est un ouvrage absolument fondamental, publié en 1985 dans le cadre du tricentenaire de la révocation de l'édit de Nantes, qui est un ouvrage sur la révocation, donc écrit par Élisabeth Labrousse, qui est une très grande historienne donc, du XVIIe siècle protestant français. Donc ça, c'est un ouvrage de 85. À votre droite, vous avez l'ouvrage dont j'ai un petit peu parlé de Luc Dérault, qui s'appelle « Réduire les Huguenots ». C'est sous-titré Protestants et pouvoir en Normandie au XVIIe siècle. Et alors, Luc Dérault est beaucoup trop modeste parce qu'en réalité, son ouvrage a une portée bien au-delà de la seule Normandie. Et puis au centre, un ouvrage plus général sur toute l'histoire donc, des protestants en France du XVIe au XXIe siècle, qui est un ouvrage écrit par Patrick Cabanel. Donc, et si vous voulez continuer à discuter avec moi. Alors, vous avez des discussions, des questions qui pourront éventuellement arriver par le chat. Je vais redonner la parole tout de suite à Pierre, mais je vous donne également mon adresse électronique sur cette diapositive que vous pouvez prendre, et vous pouvez m'écrire pour des conseils de lecture ou pour des questions que vous voudriez me poser plus particulièrement. Voilà, merci beaucoup d'avoir été
attentif et je suis désolé d'avoir pris la parole un peu plus du temps qui m'était Parfaitement dans les imparti. temps. Seulement une heure comme prévu. Merci Julien Léonard d'avoir fait cette conférence riche et intéressante. Avant de commencer les questions, vous verrez dans le chat, nous avons publié un lien qui est très important pour nous afin d'essayer de répondre toujours plus à vos attentes et du coup de savoir ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Comment ça va se passer maintenant? Je vous invite à aller sur le chat pour ceux qui veulent poser des questions. Et je donnerai la parole à ceux qui le souhaitent. Alors, je vous demanderai de poser une seule question. Je désactiverai votre micro une fois que vous avez posé la question. Julien Léonard répondra à votre question, etc., etc., jusqu'à 19h. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions peuvent me l'indiquer dans le chat. Alors, pour l'instant, il n'y a personne. Je veux poser beaucoup de remerciements, hein, tant mieux. Merci. Personne n'a de questions pour Julien Léonard. Ah, on a une question. Je vous donne le micro tout de suite. Bonjour. Normalement, vous pouvez parler. Alors, oui, je suis peut-être. Vous m'entendez? Parfaitement. Je vous entends. Alors, je suis peut-être indiqué comme Séverine, je ne sais pas, mais en fait, c'est l'ordinateur de ma femme. C'est pour ça que. Mais moi, je suis Emmanuel. Je suis professeur d'histoire géo dans l'académie de Dijon. Et protestant, mais voilà. Moi, j'avais une petite question qui est un petit peu peut-être à l'écart, mais vous en avez parlé au début de votre intervention quand vous avez évoqué, par exemple, le dernier livre de Zemmour et notamment son rapport avec l'histoire de Richelieu, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la manière dont un certain courant d'idées aujourd'hui en France instrumentalise ou pas l'histoire du protestantisme ou les protestants en général? Merci beaucoup pour votre question. Ah, mais c'est effectivement une instrumentalisation totale, hein. C'est-à-dire que, alors j'ai parlé du livre d'Éric Zemmour parce que dans un premier temps, quand il est sorti, c'est Un destin français. Donc je ne veux pas lui faire de la pub, hein, ne visez pas, c'est pas un livre d'histoire du tout. Mais en tout cas, c'est structuré autour de quelques grands épisodes que Éric Zemmour voit comme particulièrement importants dans la construction de l'État royal. Et donc il a un chapitre sur Catherine de Médicis, avec une vision assez délirante de la Saint-Barthélemy d'ailleurs, puisqu'il considère que la Saint-Barthélemy était en réalité une réponse légitime de l'État royal contre la menace protestante, et qu'en fait, donc, il était totalement légitime de massacrer les protestants pour y répondre. Et dans son chapitre sur Richelieu, très clairement, Zemmour reprend l'idée que les protestants formaient un État dans l'État, qu'il fallait absolument les battre, les désarmer, etc. Alors effectivement, c'est en quelque sorte l'idée de Richelieu, sauf que ce sur quoi il n'insiste pas, c'est que Richelieu était en même temps un cardinal, il était en même temps un évêque, un vrai évêque, hein, il était évêque de Luçon. Richelieu a écrit des ouvrages de théologie qui étaient des références à son époque, mais du point de vue théologique, Richelieu n'a jamais voulu utiliser la contrainte contre les protestants. Et donc, en fait, Zemmour, il a tout mélangé, comme assez souvent, il a tout mélangé pour pouvoir faire, en quelque sorte, des protestants l'archétype de la minorité confessionnelle dont il faut se méfier et à laquelle il ne faut surtout pas laisser trop de latitude, sinon elle sera dangereuse pour l'État royal. Alors évidemment, on sait très bien ce qu'il y a derrière ce discours-là, hein, puisque c'est pour donner un parallèle avec des minorités confessionnelles qui aujourd'hui seraient dangereuses pour l'État. Hein. Ça, c'est absolument évident. Ce qui me semble intéressant à souligner, c'est que il y a une vraie convergence avec la récupération de la figure de Richelieu par l'extrême droite française, qui est une récupération volontaire. Hein. Alors malheureusement, j'ai pas pris là l'image, mais c'est assez facile à retrouver sur Twitter, par exemple. Lorsqu'elle présente ses vœux aux Français en 2017, le 1er janvier 2017, donc l'année de l'élection présidentielle, Marine Le Pen se présente avec derrière elle uniquement un drapeau français et un portrait de Richelieu face à la digue de La Rochelle. C'est absolument révélateur. Et puis on a d'autres comme ça
signes de récupération de cette histoire par l'extrême droite. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen, quand elle était députée du Vaucluse, a comparé le protestantisme aux invasions régulières des Sarrasins, etc. Enfin, bon, il mélange tout. Donc, il y a vraiment cette volonté de l'extrême droite française de désigner le protestantisme comme finalement une sorte de moteur de destruction de l'État. Mais ça, c'est tout à fait classique, parce que les protestants étaient déjà vus par l'extrême droite française au début du XXe siècle comme un des piliers de l'anti-France. Maurras considère que les protestants, avec les métèques, entre guillemets, les juifs, etc., sont de mauvais Français. Donc ça, cette idée que les protestants sont de mauvais Français, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon continue dans l'extrême droite française, et Éric Zemmour, en fait, n'en est que la figure ultime. On a une nouvelle question qui vient du chat, donc de Vincent. Je laisse le micro. Ah, bonjour. J'ai écrit Bonjour Julien. Salut Vincent. J'ai écrit ma question là sur le chat. C'est une question un petit peu en marge de cette conférence, mais moi en tant que prof, ça tombe bien, je suis en train de faire le cours à mes élèves en ce moment, à un mur qui est que les élèves n'arrivent pas à comprendre qu'à l'époque, on n'arrivait pas à séparer religion et action publique et construction de l'État. Et donc, du coup, on fait un cours qui est vachement abstrait, qui est nébuleux pour eux. Et j'arrive pas à leur faire comprendre que c'était quasiment impossible dans leur tête à séparer le fait religieux et puis l'action publique. Alors, je ne sais pas si vous avez des réponses, mais c'est vraiment mon problème, quoi. Merci beaucoup pour la question. Mais effectivement, les historiens ont souvent fait du XVIe siècle un moment charnière dans l'idée qu'on pouvait éventuellement déconnecter l'identité politique du sujet et l'identité confessionnelle du croyant. C'est en fait ce qui est au fondement même des édits dits de tolérance civile, qui commencent avec Catherine de Médicis dans les années 1560 et qui aboutissent à l'édit de Nantes en 1598. Mais en même temps, il y aurait effectivement, et là tu as tout à fait raison de le souligner, il y aurait un anachronisme majeur à voir dans l'édit de Nantes une sorte de précurseur de la laïcité à la française et de la séparation des églises et de l'État, parce que ce n'est pas du tout ça. La monarchie reste profondément et structurellement liée au catholicisme. Un des fondements de la propagande royale, c'est le sacre, le toucher des écrouelles, etc. Alors, ce n'est pas le sacre qui fait le roi de France, mais le roi de France doit être sacré. C'est quelque chose de très important. Et donc, effectivement, la déconnexion entre l'identité politique et l'identité confessionnelle, elle commence à être pensée, mais elle n'est pas réellement mise en application. On le voit, les rois de France sont en même temps des catholiques et des catholiques militants. Leur identité de roi très chrétien est absolument majeure pour eux. Et donc, on ne peut pas déconnecter effectivement action publique et identité confessionnelle. Et c'est sans doute là un des pièges majeurs dans lesquels sont tombés les protestants dont je parlais tout à l'heure. C'est d'avoir sans doute largement soutenu intellectuellement la construction de l'absolutisme, mais c'était un piège dans lequel ils étaient enferrés. D'ailleurs, ils en étaient conscients. Dans certaines correspondances entre les pasteurs, on voit bien que les pasteurs ne sont pas dupes. Ils doivent défendre ils doivent défendre une position favorable à l'absolutisme qui se construit en France au XVIIe siècle selon des modèles catholiques, mais dans le même temps, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils en sont conscients. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On a une nouvelle question de Guillaume. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette conférence très intéressante. Merci. C'était au sujet de l'édit de Nantes, puisque Henri IV, durant l'élaboration, a un peu abandonné ses anciens coreligionnaires et les discussions étaient plutôt tendues. Et du coup, comment explique-t-on ce retournement assez rapide? Est-ce que c'est une conversion sincère, le rôle du roi qui a pris le dessus sur le personnage de Navarre, ou les consciences des nécessités politiques ou de maintien de la paix? Merci. Merci. Alors, c'est une question évidemment qui a été très souvent débattue entre les historiens et à laquelle on peut, bien entendu, mais bon, je sais, on en est conscient, on ne peut pas vraiment y répondre, puisque évidemment on ne peut pas savoir quel était l'état de la conscience d'Henri IV.
il y a plusieurs choses tout de même. Alors, la première chose, on n'a quand même pas souvent insisté sur le fait que Henri IV, alors certes, il se convertit au catholicisme, enfin, il met quand même plus de 3 ans et demi pour le faire, hein, entre 1589, son avènement, et 1593, quand il se… enfin, quasiment 4 ans hein, de règne avant qu'il se convertisse. L'autre chose, c'est que Henri IV a une vision qui est effectivement avant tout politique et après coup confessionnelle, mais c'est une vision qui est quand même, alors qui lui est peut-être très personnelle, mais qui a quand même des fondements religieux. C'est-à-dire qu'il s'est fait instruire dans le catholicisme par des théologiens catholiques extrêmement sérieux, notamment le cardinal du Perron. Donc il a vraiment voulu montrer une adhésion réelle. Mais dans le même temps, il a justifié ça avec une sorte de pirouette. Alors, sa pirouette, c'est pas du tout Paris vaut bien une messe ou des choses comme ça qui sont des phrases apocryphes. Non, lui la façon dont il a justifié son adhésion au catholicisme, c'est que il racontait souvent qu'il avait demandé à des pasteurs protestants s'il pouvait y avoir une infime chance de faire son salut, d'aller au paradis en étant catholique. Et certains pasteurs lui auraient répondu oui. Il a posé la même question à des membres du clergé catholique qui, eux, évidemment, lui ont répondu « Ah non, absolument pas. On ne peut pas faire son salut autrement que dans l'Église catholique. » Et donc, sa défense, si vous voulez, c'est de dire j'ai choisi la voie la plus sûre, puisque même les protestants admettent qu'on peut éventuellement aller au paradis, donc je deviens catholique. Bon, ça, c'était la pirouette, mais en réalité… C'était un homme politique très intelligent qui a très bien vu que sa seule façon de reconquérir le royaume, c'était de se convertir. Et ça a été le début vraiment de la reconquête du royaume. Alors, pour revenir à votre question qui est celle de son adhésion sincère ou pas sincère, hein, ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'il a changé très nombreuses fois de religion au cours de sa vie, Henri IV, parfois de façon volontaire, parfois de façon forcée. Ça a peut-être jeté une sorte d'idée dans son esprit que finalement, il valait mieux se comporter comme un bon chrétien et qu'il valait mieux avoir une vision politique sereine plutôt que de s'arc-bouter sur des dogmes. Je ne sais pas si c'est une réponse très claire, mais en tout cas, Henri IV, oui, c'est un personnage de ce point de vue-là très, très intéressant et sur lequel on n'a pas fini de travailler. J'ai 2 questions sur le chat. Je ne sais pas comment tu veux. Est-ce que je t'en dis une après l'autre? Oui. La première, c'est tu n'as pas parlé de Paul Ferry. Alors moi, je ne le connais pas. Donc voilà. Alors, Paul Ferry, en fait, c'est le pasteur sur lequel j'ai fait ma thèse, qui est un pasteur de Metz, qui a exercé le ministère pastoral pendant plus de 50 ans. Et sur lequel j'ai fait ma thèse parce que c'est le seul pasteur européen sur lequel on est des sources sur toute la durée de son ministère. Voilà, donc je pense que c'était un clin d'œil de la personne qui posait la question, mais effectivement là il n'y avait pas lieu d'en parler. Il a laissé des papiers en nombre incroyable. Ça m'a mis 5 ans pour tout lire. Deuxième question, y aurait-il eu des réactions catholiques à la révocation de l'édit de Nantes? Ah oui, alors les catholiques sont… alors, disons qu'ils sont enthousiastes, mais certains enthousiasmes sont assez modérés. Je m'explique. Par exemple, on a… alors évidemment, il est très célébré, Louis XIV. Hein. Là, je vous ai montré par exemple une médaille qui est frappée à la gloire de Louis XIV, qui est… celui qui va exterminer l'hérésie, hein, c'est ce qui est figuré sur cette médaille. Donc il est plutôt loué, mais en même temps, dans le monde catholique, on a quand même du mal à lui reprocher quelque chose de fondamental. J'aurais dû en parler peut-être, mais 1685, c'est 2 ans après un événement absolument majeur à l'échelle européenne, un événement dont les Français sont restés plutôt étrangers, c'est le siège de Vienne par les Turcs. Les Turcs assiègent Vienne et toute l'Europe a peur que Vienne tombe aux mains des Turcs. Et donc, il y a une coalition européenne où on trouve à la fois des protestants et des catholiques qui va aller défendre Vienne contre la menace musulmane. Et Louis XIV, lui, ne participe pas à cet effort de guerre. Et donc, il a été quand même relativement condamné moralement
par l'Europe chrétienne pour ne pas participer à l'effort contre le sultan turc, parce que c'est l'allié traditionnel de la France depuis François Ier. Donc il y a quand même cet aspect-là, c'est que bon, d'accord, il élimine les hérétiques de chez lui, mais il a quand même pas il n'a pas participé à l'effort culturel et militaire européen commun en 1683 à Vienne. Alors, j'ai une dernière question. Après, malheureusement, on devra s'arrêter. Oui. Donc, je laisse le micro. Bonjour, merci pour votre conférence, encore une fois. Bonjour. La prise de l'Alsace et la prise de Strasbourg par les Français, sur l'époque que vous avez décrite, a-t-elle un impact au niveau de l'institutionnalisation du protestantisme au niveau du royaume et au niveau local alsacien? Alors, c'est une excellente question et j'aurais dû effectivement en dire un mot. Alors, l'essentiel de l'Alsace est annexé à la France en 1648 lors des traités de Westphalie. Et dans ces traités de Westphalie, il est précisé que le régime des cultes en Alsace serait particulier et défendu par la paix de Westphalie. Et donc, en Alsace, la coexistence confessionnelle entre les catholiques et les luthériens est maintenue en 1685. La révocation de l'édit de Nantes ne concerne pas le maintien du luthéranisme en Alsace. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce ne sont pas des réformés comme dans le reste de la France, mais des luthériens. Donc, ce n'est pas la même religion. Et Louis XIV a garanti l'application de la paix de Westphalie de 1648 qui autorise les luthériens à continuer à pratiquer leur culte. Et puis, d'autre part, Louis XIV ne les voit pas comme une menace potentielle pour l'équilibre confessionnel de son royaume parce que tous ces luthériens alsaciens ne sont pas francophones et ne constituent pas des menaces de conversion de catholiques. Ils ne sont pas des menaces pour l'équilibre confessionnel de l'intégralité du royaume à ses yeux. Alors Strasbourg, vous avez raison, ne tombe qu'en 1681, dans un autre contexte, qui est un contexte de conquête de la part de Louis XIV. Et là, la seule entorse à ce système, même si Strasbourg donc, ne dépend pas tout à fait du même régime que le reste de l'Alsace à ce moment-là. La seule entorse, c'est que Louis XIV rétablit le culte catholique à Strasbourg, notamment à la cathédrale de Strasbourg, mais il n'interdit pas la pratique du luthéranisme qui reste très majoritaire à Strasbourg, qui elle aussi est une ville donc, germanophone jusqu'au XIXe siècle. Merci beaucoup, Julien, pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci à toutes et toutes. On est monté jusqu'à 98 participants, donc c'est inattendu. Merci. Alors, je vous ai envoyé, et je vous invite vraiment à aller le remplir, le questionnaire en ligne pour qu'on s'améliore et qu'on continue et que aussi vous puissiez donner votre mail si vous voulez avoir toutes les informations sur le printemps de l'histoire-géographie. Mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle conférence à 18h sur la création du Liban en 1920. Alors, c'est moi qui la donne, donc je vous invite à venir encore plus. Donc voilà, bonne soirée. Tout le programme est donc à consulter sur notre site internet, donc www.histoired'enparler.com, sur nos réseaux sociaux. Et nous pouvons aussi vous répondre aux mails si besoin sur histoire d'en parler 54@gmail.com. Merci à toutes et tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et aussi merci encore à Julien. Merci beaucoup.